Salut à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du grand débrief spécial deuxième journée de Ligue 2 qui s'est achevée ce lundi soir avec la victoire du Red Star contre Ajaccio 1-0, un week-end encore riche en buts, riche en événements dans les stades, riche en péripéties, en buts de gag, en magnifiques buts. Voilà, plein de choses à dire et on va en parler pendant 45 minutes avec la rédaction de la team Malick 2, avec Julien Parizeau notamment. Salut Julien. Salut Dorian. Et Karel Vec qui est aussi avec nous. Salut Karel. Salut Dorian, salut Julien. Bon messieurs, je le disais, on s'est pas ennuyé ce week-end, on s'est même régalé. La Ligue 2 qui nous a encore offert beaucoup de spectacles. Alors on sait que malheureusement, voilà, les stades sont encore sont encore silencieux en raison de ce conflit qui dure entre les supporters des stades et beIN Sport. D'ailleurs, une réunion est prévue mercredi entre les différentes parties, donc ce sera très intéressant à suivre de savoir ce qui va se en découler de cette réunion. On espère que l'issue sera positive pour tout le monde et qu'on pourra retrouver des stades avec beaucoup de ferveur. On verra si beIN est prêt à faire quelques concessions sur la programmation de certaines rencontres. Pour l'instant, c'est un peu compliqué. On en parlera un peu tout à l'heure quand on débriefera Grenoble-Lorient notamment, puisque samedi, il y a eu pas mal d'actions autour de ce match et c'est vrai que beIN Sport commence un peu à s'agacer. Donc, on donnera, entre guillemets, la parole à toutes les parties dans ce conflit. Mais avant ça, comme d'habitude, les tops, les flops, chaque rédacteur a choisi un top, a choisi un flop. On fera un débat aussi sur le SM Caen, voilà, dont le compteur est toujours bloqué à 0 pour le moment et on verra que cette dernière semaine de mercato sera sans doute décisive pour dessiner les ambitions de Malherbe. Et puis à la fin, un petit coup d'œil sur les matchs de la troisième journée à venir ce week-end avec les premiers enjeux qui peuvent se dégager sur les matchs du week-end. Sans plus attendre, je vous propose de commencer par le positif, par les tops de la deuxième journée. Je donne la parole à Julien. Quel top veux-tu nous mettre en avant aujourd'hui ? On les avait vus un petit peu en difficulté, un petit peu tirer la langue lors de la première journée disputée contre Lorient au Stade Vélodrome. Je parle du FC Martigues qui, 3 jours après 3 jours de repos, on va dire, après ce match décalé au lundi, se déplace à Annecy, une équipe qui a quand même fait ses preuves en Ligue 2 cette dernière saison et qui vient infliger 4-2 aux hommes de Laurent Guyot. Alors moi j'ai adoré, j'ai adoré cette prestation avec des buts marqués très très tôt, 2 buts par mi-temps et Abdoul Diawara qui a donné l'avantage au FCM très tôt dans la partie à la 11e minute. Moi c'était vraiment... je ne m'attendais pas à avoir une prestation aussi complète, aussi réussie de la part du FC Martigues pour un deuxième match, alors que le mercato n'est pas encore complètement terminé. Alors après, il y a des choses qui sont relativisées. Il y a eu une grosse domination quand même annécienne au nombre de tirs, mais c'est au final le nombre de tirs cadrés qui est le plus important, le nombre d'occasions franches. Et sur 5 tirs cadrés, Martigues marque 4 fois, avec des milieux de terrain, des défenseurs, des attaquants, un peu dans tous les secteurs. Je pense à Mahamé Sibi, voilà, qui est la recrue, Milan Robin, qui était l'an dernier un membre important du groupe national, Solvay, Steve Solvay, qui était un ancien d'Orléans. Il y a une belle osmose là qui est en train de se faire là au FC Martigues. C'est très 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 agréable à voir. Alors attention, il ne faudra pas concéder autant d'occasions que contre Lorient et Annecy toute la saison. Je pense qu'il y a quelques réglages à faire, mais je pense aussi que Thierry Loret, il s'y connaît. On n'a pas besoin de lui rappeler que voilà, défensivement, c'est quand même un peu la clé pour faire une belle saison en Ligue 2 avant toute chose quand tu es promu. Et non, voilà, j'étais juste agréablement surpris de ce que cette équipe a pu proposer dès la J2, alors qu'on sait qu'il y a eu quand même pas mal de changements à l'été et que c'est quand même le petit pousset du championnat. Donc voilà, très très surpris. Statistique tu es assez impressionnant, 19 corners quand même pour Annecy, c'est assez énorme. Énorme Donc, domination. ils ont marqué d'ailleurs sur corner, sur le but de Drouin, je crois que C'est ça. je sais plus c'est coup franc corner, mais il me semble que c'est corner. Donc bon, c'est sûr que quand tu obtiens 19 corners, c'est sûr que tu as plus de chances d'en marquer un. Mais Martigues Carrec qui fait une bonne opération parce que Thierry Loret le disait en interview avant la rencontre, c'est un club qui est pas encore à 100% prêt en fait.
forcément qui a connu un peu de retard dans sa préparation. On sait que voilà, Pierre Ventier est arrivé notamment à la présidence un peu tardivement, même Thierry Lauré est arrivé assez tardivement. Le mercato, c'est compliqué parce que c'est un club avec le plus petit budget, pas beaucoup de moyens. Et Thierry Lauré disait en gros, tout ce qui est pris avant la trêve internationale est un peu du bonus. Il avait confiance en ses joueurs pour aller gratter des points. Mais là, clairement, c'est une très belle victoire. 4-2 en plus. Ils n'avaient pas réussi à marquer contre Lorient, mais là c'est un festival offensif à l'extérieur. Bon, c'est vrai que c'est une super presta de la part de Martigues. Assez inattendu d'aller s'imposer à Annecy comme ça. C'est pas évident en plus à Annecy. Ouais, bah, je suis assez d'accord en plus avec la phrase tout ce qui est pris, n'est plus à prendre parce que, même d'un point de vue de la différence de but, je trouve quand même que Ouais. c'est une belle opération. Alors on est qu'au début du championnat, mais mine de rien, Martigues n'avait perdu que d'un but contre Lorient. Et là aujourd'hui est sur une différence de but positive et on sait que pour une équipe qui risque d'être à la lutte pour le maintien, dans une partie de tableau qui sera, très sûrement serrée, avec plusieurs concurrents, ça peut faire la différence. Alors encore une fois, on n'est qu'à 2 journées, mais je trouve que ne pas démarrer le championnat Mm. à -5, Mhm. comme ça peut être le cas par exemple de l'Estac, bah, c'est quand même une bonne chose pour Martigues, au-delà bien sûr des 3 points, qui sont pris dès la deuxième journée et qui te permettent, de ne pas arriver, à la troisième journée ou à la fin de la troisième journée à passer une trêve internationale, en ayant 0 point, en ayant déjà des doutes, un moral un peu plus bas, même si une saison est longue. On sait que c'est difficile quand même de passer 2 semaines en n'ayant pas débloqué son compteur. Ce sera pas le cas du FC Martigues qui en plus a mis 4 buts. Donc là-dessus, c'est vraiment des signaux très positifs et ça change un peu de l'aspect du FC Martigues qu'on avait vu à Lorient forcément dominé, un peu en difficulté pour se créer des occasions. Là, je trouve qu'ils ont été bien aidés par Annecy dans la gestion défensive d'Annecy et leur gestion du déséquilibre qui pour moi a été vraiment qui a été douteuse, qui a permis notamment à Ipiele de se régaler sur son côté gauche. Il a pris son couloir gauche et il s'est régalé là-bas. Mais bah, Martigues en a bien profité et ça les met dans une dynamique plus positive avant de recevoir, entre guillemets, Ouais. toujours sur cette phase aller pour leur troisième rencontre. D'ailleurs, ce sera Bastia le prochain match. Donc, on sait, hein, Bastia, adversaire très, très compliqué. Ce sera encore une fois au Vélodrome de Marseille pour Martigues qui devra effectivement encore jouer un petit bout de temps ces matchs à la maison délocalisés. Karel, je te redonne la parole tout de suite pour que tu nous parles à ton tour de ton top de ce week-end. Et mon top qui sera le Paris FC. Alors, un aspect, même du match du Paris FC, ça sera vraiment, le banc, du PFC. Alors, on en a déjà un peu parlé la semaine dernière en parlant, voilà, peut-être potentiellement, de la meilleure attaque, de Ligue 2. On le sait, un banc à rallonge qui permet à Stéphane Gilly d'avoir beaucoup d'options. C'est une chose d'avoir beaucoup d'options, c'en est une autre de bien s'en servir, et là, en l'occurrence, bah, je trouve que le coaching de Stéphane Gilly, alors déjà, les faits lui rendent hommage, mais pour le coup est vraiment très très bon. Parce qu'encore une fois, avoir énormément d'options, ça peut aussi te desservir. Là, bah, il a fait vraiment les bons choix, puisque le Paris FC était mené 2-0 à la 78e minute, avec voilà, un but contre son camp de Colo. Je dis Colo parce que après sinon c'est trop compliqué dans la fluidité de ma prise de parole. Hein. Je ne prends pas mes aises, c'est juste que sinon c'est trop difficile à prononcer. Mais voilà, elle était menée 2-0 avec un but contre son camp, avec un deuxième but qui était survenu peu après l'heure de jeu. Donc ça te met quand même un gros gros coup sur la tête. Et bah, finalement, les entrées du Paris FC qu'on fait beaucoup de bien avec l'entrée dans un premier temps, les entrées combinées à la 74e bah, de Julien Lopez et de Noah Diko. Julien Lopez, voilà, qui réussit ce très beau lob pour le 2-1. Et puis juste après, il y a Jules Godin et Omar Sissoko qui rentrent. Et encore une fois, Jules Godin, Omar Sissoko et comme je le disais juste avant Noah Diko, qui sont tous impliqués sur les deux buts qui vont suivre, avec voilà, Colo qui va se racheter sur le 2-2, sur un corner tiré par Jules Godin. Et puis sur le but du 3-2, c'est une déviation de Diko qui permet à Sissoko voilà, d'accélérer plein axe et d'aller marquer le but du 3-2. Donc c'est simple, tous les entrants ont eu un impact direct, ont été impactés directement sur les 3 buts du Paris FC. C'est quand même super notable et on l'avait vu l'année dernière avec Stéphane Gilly. On sait qu'il a un lien spécial avec son groupe. Quand ça allait moins bien, bah, les joueurs disaient que le coach Gilly était voilà,
essentiel, fondamental dans cette période un peu plus difficile. On se rappelle aussi, je ne sais pas si vous en rappelez, mais du but de Gori à Geoffroy Guichard, Gori qui va immédiatement voir Stéphane Gilly. On sentait qu'il y avait un lien particulier. Et là, je trouve que ça se confirme. On voit que tous les entrants sont concernés et je trouve que c'est un très très bon signal pour une équipe qui joue la montée comme le Paris FC, avec un groupe à rallonge, de voir que tout le monde tire dans la même direction, quel que soit leur poste et quel que soit leur rôle au début d'un match. Encore une fois, c'est une victoire qui peut être fondatrice dans la mission montée du Paris FC, qui est assumée en plus. C'est vraiment des moments d'une saison qui peuvent tout changer, même si encore une fois c'est tôt, mais ça te permet d'être à 6 points et de t'éviter un premier revers qui te freine déjà dans ta dynamique. Et c'est vrai que tu as raison, ça corrobore complètement ce dont on parlait la semaine dernière. Si vous avez manqué le premier épisode, on se demandait si le Paris FC avait la meilleure attaque sur le papier de Ligue 2. Et justement, on voit le jeune Sissoko qui avait pas beaucoup joué lors de la première journée, il rentre, il est décisif. Julien Lopez, c'est pareil, il est décisif. Enfin, on voit vraiment que tout le monde, on a l'impression que tout le monde sur le plan offensif là peut marquer. Et on rappelle que Pierre-Yves Hamel était pas encore présent non plus sur ce match. Enfin, franchement, voilà, ça nous conforte quand même dans cette idée. Et malgré tout, un petit mot sur Dunkerque, le plan était presque parfait parce que ils ont été, on va dire, dominés dans la position du ballon. On voit 63% en faveur du Paris FC en termes de passes, etc. Et par contre, il y avait 2-0 pour Dunkerque et le plan était vraiment presque parfait. Et c'est dommage que l'USLB finalement, alors le lob est magnifique, c'est sur un ballon en profondeur, mais voilà, ils auront beaucoup de regrets sur ces 4 dernières minutes d'encaisser deux buts comme ça coup sur coup. Julien, ça fait mal à la tête quand même en début de saison. Dunkerque qui est encore à 0 en plus, donc ils auraient pu entre guillemets faire vraiment très beau coup contre Paris, se mettre bien lancer le championnat. Celle-là, elle va faire mal, quoi. C'est surtout, ça fait mal certes, mais moi je vais retenir quand même que les hommes de Luis Castro, ils ont quand même bien contenu Paris. T'as beau avoir une possession de balle énorme et beaucoup de passes, au final, Paris n'a pas eu des tonnes d'occasions, alors qu'on n'arrête pas de le dire, c'est quand même une des équipes qui a le plus de solutions et de diversité offensivement. Voilà, il aurait fallu tenir encore un petit peu plus longtemps, mais quand Dunkerque mène 2-0 à la 75e, en fait, c'est pas vraiment volé, quoi. Ils avaient fait le job jusque-là et ils se sont effondrés. Certes, ça fait un coup sur la tête, mais je pense que quand tu es coach et que tu analyses justement ces détails à régler, c'est pas comme si Dunkerque avait concédé 30 tirs ou s'était fait complètement exploser. Moi, je retiens quand même du positif pour Dunkerque qui joue pas les premiers rôles comme le Paris FC. Par contre, voilà, va peut-être pas trop attendre pour prendre ses premiers points, cette première victoire qui fera du bien. Moi, je pense qu'il y a quand même des choses intéressantes à retenir de cette prestation. Et à la limite, je suis plus inquiet après la défaite 2-0 contre Annecy qu'après prendre 3-2 à Paris. Bon, voilà, ça arrive. Ils ont fait une remontada, ils étaient survoltés. Bon, voilà, c'est des choses qui arrivent. Attention à ce que ça ne se reproduise pas. Si vous lisez les statistiques que je vous affiche à l'écran, c'est un peu bizarre comment c'est affiché les tirs, mais donc Paris a tiré 9 fois, Dunkerque 5 fois, et en gros il y a 3 hors cadre, 2 cadrés, 5 hors cadre, 4 cadrés. Il faut lire comme ça les statistiques. En gros, le nombre total de tirs est ici à gauche ou à droite pour chaque équipe. Voilà pour le top de Karel. Merci Karel. Et puis moi j'enchaîne avec une autre rencontre, évidemment, le Pau FC qui réalise l'une quand même des grosses perfs de cette deuxième journée, avec une victoire à 10 contre 11, puis à 9 contre 11 dès la 56e minute, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Avec l'expulsion de Boutaïb. Donc forcément, c'est une très grosse performance. Alors, je vais vraiment axer sur le Pau FC parce que, comme je l'ai dit en introduction, on va s'attarder sur le cas du SM Caen plus tard dans notre débat. Donc, vraiment mettre en avant cette performance du Pau FC. Je revérifie, oui, Oumar Ngom, donc 32e minute, le carton rouge. Khalid Boutaïb à la 56e. L'avantage que le Pau FC avait, effectivement, c'est qu'il menait déjà 1-0 avant de connaître ses expulsions, grâce à un nouveau but de Khalid Boutaïb, un peu en renard des surfaces. Et d'ailleurs, Khalid Boutaïb qui atteint les 50 buts en Ligue 2 en carrière, donc félicitations à lui. On voit toujours qu'il tient un rôle énorme avec son expérience et sa qualité dans ce groupe du Pau FC. Donc le Pau FC qui s'était mis sur les bons rails et qui a su faire le dos rond ensuite en infériorité numérique et résister jusqu'au bout à cette équipe du SM Caen. Alors certes, qui
a peut-être voilà manqué aussi de qualité pour aller au moins arracher l'égalisation. Mais surtout à 9 contre 11 pendant voilà 40 minutes si on compte le temps additionnel, c'est quand même une performance XXL et assez rare à l'échelle de la Ligue 2. Donc vraiment félicitations au Pau FC. Je rappelle que dans mes prédictions, j'avais mis en bonne surprise potentiellement le Pau FC. Je suis content pour l'instant. Ça se passe plutôt bien. Un match nul à Clermont de partout où le spectacle est assuré. Une victoire voilà contre Caen dans des circonstances un peu difficiles qui prouve que cette équipe elle a une âme en fait. Et en Ligue 2, vous le savez aussi bien que moi, c'est primordial. Il y a des équipes qui jouent la montée parfois qui ont pas sur le papier les talents individuels les plus forts. Mais par contre, il y a un groupe, il y a un état d'esprit, il y a une solidarité qui existe. Et on a le sentiment que dans ce club du Pau FC, bien que le mercato ait quand même pas mal recomposé l'effectif, hein, mine de rien, ben, on a le sentiment qu'il y a une âme Pau FC qui est incarnée par, voilà, par Nicolas Usaï, par Luis de Souza, par le président, enfin qui est incarnée par l'institution, j'ai envie de dire, et que les joueurs qui sont recrutés ben, collent à ça. Taïri Carcon, on a l'impression qu'il s'est vite intégré au Pau FC, les autres recrues pareil, et puis ça fait un mélange d'anciens et de jeunes qui est hyper intéressant, je trouve, et ça me conforte dans l'idée que le Pau FC peut vraiment jouer un rôle plutôt sympa cette saison. En plus, ce qu'il faut noter, c'est quand même un club l'année passée qui concédait énormément de buts, qui faisait le spectacle partout, quitte parfois à encaisser un petit peu trop. Ça s'est confirmé sur la première journée où ils arrivent à mener à Clermont 2-1 et finalement ils concèdent le 2-2. Et là, ils font clean sheet, quoi. Ils arrivent à faire clean sheet à 9 contre 11 alors que de base, c'est pas la qualité première de Pau. Donc ça montre aussi que avec vraiment peut-être plus de concentration et de rigueur, c'est peut-être le fait d'être réduit, ça a poussé les joueurs à 200% défensivement parce que chacun savait qu'il avait absolument pas le droit à l'erreur, pas de prendre de risques, d'être courir pour deux peut-être même. Et peut-être que maintenant, pour moi, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais le palier à franchir pour cette équipe du Pau FC, bah, c'est de rééditer ses performances défensives à 11 contre 11 et de réussir plus de clean sheet en fait. C'est peut-être ce qui a manqué l'année passée à Pau pour viser un tout petit peu mieux. Mais tu parles d'une âme et voilà d'un truc qui est incarné par tout le monde au club, qui semble avoir été bien suivi aussi par les recrues et les joueurs qui sont restés. Mais est-ce que tu ne dénatures pas un peu le Pau FC si justement tu as une équipe qui une fois qu'elle a mis le premier but, se met à défendre? Moi, je pense que ce qui a fait son succès aussi par le passé, c'est le fait qu'ils attaquaient sans relâche et que des fois, ils se donnent une avance de 2 buts, de 3 buts. Voilà, peut-être qu'après, sur la fin de match, ils en prennent 2 aussi, mais bon, c'est ce qui fait son charme au Pau FC. Donc, Après, je dis pas forcément de mettre le but et défendre, mais de mettre plus de rigueur et de concentration, dans le sens où bah, ils sont capables d'avoir un clean sheet à 9 contre 11. C'est-à-dire qu'ils sont capables de le faire à 11 contre 11. Et sans pour autant, voilà, se découvrir n'importe comment et en gardant cet talent, cet enthousiasme offensif, mais peut-être avec un tout petit peu plus de rigueur sur le plan défensif. Même si, bah, encore une fois, à 9 contre 11, quand tu mènes à 0, forcément, ils n'allaient plus jouer l'attaque. Et donc là, tu joues sur d'autres valeurs. Je suis d'accord avec toi, Julien, sur ça. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose sur le Pau FC, Karel, ou si on a été complet. Non, bah, je suis assez d'accord. En fait, pour une équipe qui était aussi perméable l'an passé, être capable de réaliser ce genre de performance, c'est assez positif. Et ensuite, voilà, pour notre plaisir à nous, c'est sûr que voir un Pau FC toujours à la recherche du second, du troisième but, ça serait bah, c'est toujours plaisant. Par contre, pour eux, leur évolution en tant qu'équipe et aller chercher voilà, une saison encore plus palpitante que celle de la saison dernière, être capable de garder cette mentalité offensive, je pense que ça sera toujours le cas sous Nicolas Ouzaï de toute manière, mais être capable d'avoir un peu plus d'équilibre aussi à la fois, ça peut être la clé, effectivement, et ça peut t'aider, comme on l'a vu là, à aller chercher 3 points qui te permettent d'en avoir 4 après 2 journées, là où si tu avais été moins capable d'avoir cette structure, si tu avais craqué contre Caen, bah peut-être que tu n'en aurais qu'un ou deux, et ça change déjà pas mal de choses. Donc très positif. Et là encore, je parlais juste avant de Stéphane Gillet, du lien avec son groupe, la réaction de Nicolas Houssaï au coup de sifflet final, qui fonce sur le terrain, qui saute dans les bras de Bingourou Kamara. Je pense que c'est aussi assez révélateur, comme tu l'as dit aussi, Dorian, d'une institution qui vit bien et puis d'un vestiaire, d'un groupe qui vit très bien aussi. Donc très bon début de saison. Tu as parlé de
de ta bonne surprise. On voit qu'il y a quand même des clans qui se forment dans les bonnes surprises. J'ai regardé avec Bastia et Pau à 4 points, et puis les stacks et Dunkerque d'Etienne et moi à 0 Oui, points. oui. La saison est longue, les saisons les amis. La saison est très très longue. Mais des On en clans se reparlera forment. déjà, on pourra faire un point à la trêve hivernale à la moitié du Ah, ça sera championnat. marrant. On verra où on en sera parce que, bon, on le sait, c'est la Ligue 2, tout peut aller très vite. Ça fonctionne par série. D'ailleurs, Dunkerque, l'année passée, la deuxième partie de saison absolument exceptionnelle de Dunkerque qui lui permet de se maintenir. Ça peut aller très vite. Donc, on n'enterre personne. Même si pour l'instant, ça valide un peu ce que je ressentais en préparation, voilà, je n'explose pas encore de joie parce que sur mes prédictions, parce que je sais que la route est longue et que Pau, comme toutes les équipes, sans doute connaîtra à un moment donné aussi un creux, ce qui peut être tout à fait logique. Voilà pour les tops, messieurs. On va passer aux choses qui fâchent un petit peu plus avec les flops de la deuxième journée. Allez, on reprend dans le même sens. Julien, quel flop veux-tu mettre en avant ce week-end ? J'ai pas voulu mettre une équipe particulièrement en flop, même si bon, certaines auraient peut-être mérité. Mais j'ai trouvé que franchement l'arbitrage du match entre Troyes et Guingamp, c'était très limite. Voilà. Caen et Clermont, pardon, pas Caen et Guingamp. Pas Troyes et Guingamp. Oui, non, Troyes et Clermont, et non, vraiment très limite. C'est le but de Cévet sur penalty. Bon. Généreux déjà. Il y a des arbitres qui l'ont sifflé. Ça m'a, comment dire, ça m'aurait pas choqué s'il y avait eu que ça. Bon, ça arrive de faire des erreurs comme ça. Je crois que c'était Robin Chapapria, si je dis pas de bêtises, l'arbitre central. Mais du coup, voilà, c'est un penalty assez généreux qui a été donné aux Clermontois alors que peut-être que les Stacks n'avaient pas besoin de ça vu le manque de confiance qu'ils avaient après la première journée. Mais je pense aussi qu'il y a clairement un penalty qui a été oublié pour 3 dans l'autre sens, et que voilà, dans un univers parallèle, s'il est donné à 3 et pas à Clermont, ça fait un 0 dans l'autre sens, et là tu as une dynamique tout à fait opposée avec Clermont qui reste invaincu sur les 2 premières journées, avec des matchs assez cohérents quand même et convaincants, mais un 3 qui a 0 points, ou alors tu aurais pu avoir les Stacks avec 3 points et un petit peu d'espace pour souffler, pour se dire bon, ok, on n'est pas resté à 0 avant la fin du mercato, c'est positif. Bon, après c'est que le début de la saison et les points ça veut pas encore dire grand chose, mais c'est là aussi que tu vois qu'une équipe à qui rien ne sourit sportivement, il y a aussi quand des décisions vont à son encontre, forcément tu vois, elles plongent, elles n'arrivent pas à se rebeller, à se révolter. Tu peux dire ouais, on t'oublie un penalty, ou les mecs ils vont se dire bon, on va réussir, c'est pas possible autrement. Et au final, ils n'arrivent pas à mettre ce but, alors qu'il y a eu des bonnes occasions pour Saïd, pour Irié. Mais voilà, ça leur a pas souri. Je trouve ça dommage un petit peu pour les Stacks, et pourtant c'est pas une équipe que je vois finir particulièrement haut, mais c'est vrai que commencer par ces 2 défaites, l'une parce qu'ils étaient clairement pas prêts, et l'autre partiellement à cause d'un arbitrage qui a été moyen. Voilà, c'est dommage pour eux. Et sachant que d'une semaine à l'autre, ça change pour Clermont, parce que Clermont contre Pau, il y avait un penalty indiscutable, et d'ailleurs qui a provoqué malheureusement une grosse blessure pour Marx Inchaud. Certes, la chute du défenseur sur la cheville était involontaire, mais voilà, le défenseur qui tombe sur la cheville, qui du coup fait tomber l'attaquant dans la surface, ça aurait dû être faute et penalty tous les jours. Il l'avait pas obtenu, et là c'est vrai que bon, ça peut se siffler, mais c'est vrai que ça paraissait assez léger au vu des ralentis. Et ça on rappelle encore sur la saison. Ouais, voilà, c'est ça. Et on rappelle aussi que il y a pas la VAR, hein. Du coup, avec les économies réalisées par la LFP, finalement, l'instauration de la VAR a été repoussée. Pour quand, on ne sait pas, mais en tout cas, pour le moment, ce qui est sûr, c'est qu'elle n'existe pas en Ligue 2, et que du coup, ce genre de situation, c'est au feeling, c'est dans la demi-seconde, c'est une chute, c'est un arbitre assistant qui est bien placé ou pas, une sensation, un feeling pour l'arbitre. Et effectivement, voilà, ça peut être regrettable pour les Stacks, même si, Julien, tu as clairement dit aussi que les Stacks avaient produit une bonne prestation, plutôt une bonne prestation, avaient bien réagi, mais sans parvenir à trouver la faille face au Clermont Foot. Karel, à ton tour de nous parler de ton flop du week-end. Oui,
Et mon flop, ça sera Rodez, mais c'est un flop, c'est Assez logique. c'est un flop assez logique, mais qui me fait à la fois c'est logique, à la fois ça me fait un peu de peine parce que C'est vrai. la mi-temps de Rodez face à Metz, c'est absolument voilà catastrophique. Avec le but de Cheikh Sabali qui au final est en 7 secondes, Ouais. il me Ouais. semble. Donc ça peut être un Pardon. record battu pour pour une seconde, record incroyable. Mais là encore, c'est une donnée folle, mais l'erreur de Cibois est monumentale. Donc qu'est-ce qu'on peut dire Enfin, je peux avoir de la peine, mais d'un autre côté, il faut aussi voir l'erreur qui est bel et bien là. Ensuite, il y a ce deuxième but qui arrive 30 minutes plus tard. Et un contre son camp en fin de mi-temps qui te met déjà à 3-0. Et comme si ça ne suffisait pas, le deuxième carton jaune de Danny Jean qui est très évitable. Je trouve que le deuxième but aussi de Cheikh Sabali, il a quand même du temps, il a quand même de l'espace Mm. pour la zone dans laquelle il est Ouais. pour conclure voilà, cette occasion. Donc voilà, on est quand même passé d'un Rodez qu'on connaissait souverain, très menaçant à Paul Lignon, à une première impression chez eux qui est quand même assez mauvaise sur une première mi-temps où c'est très difficile, je pense, de se relever. On en parlait un peu tout à l'heure, mais voilà, à la place de Didier Santini, il faut trouver les mots, il faut trouver les ressorts. Et si on ne veut pas rester que sur le négatif, parce qu'il y a quand même pas mal de négatifs pour Rodez sur cette mi-temps et puis globalement sur ces 2 premières journées parce que tu es à 0 point, tu es sur un début de saison compliqué qu'on avait un peu anticipé d'ailleurs en preview, même si encore une fois on ne cesse de le redire, mais c'est important, la saison est longue et Rodez a le temps d'inverser la tendance. Mais voilà, pour donner un peu de positif, c'est quand même que Rodez sur cette deuxième mi-temps à 10 contre 11 aurait pu totalement craquer face à Metz, face à une équipe messine qu'on sait de qualité, qui vise la montée, un effectif, un 11 intéressant en tout cas, même si l'effectif peut être encore un peu plus fourni. Et au final, voilà, Rodez qu'il a emporté grâce à un magnifique but, enfin qu'il a emporté sur cette deuxième mi-temps grâce à un magnifique but de Younoussa. Le but est très très beau, qui débloque son compteur but. Rodez, je parle de Rodez qui débloque son compteur but aussi sur les 2 premières journées. Donc ça reste, je pense, mentalement important, même si forcément il y a pas de point au bout. Et puis Rodez qui n'a pas repris de but. Donc ça montre que en termes de caractère, en termes de mental, ils n'ont pas totalement lâché. Et face à leur public, je pense quand même que c'est une bonne chose d'avoir montré qu'ils continuent à lutter malgré le contexte, malgré cette première mi-temps difficile, malgré cette infériorité numérique. Il y a ça de positif à retenir, même si forcément, si c'est dans mes flops, c'est que globalement, il y a beaucoup plus de négatifs à retenir. Et c'est un début de saison compliqué pour le RAF. Ouais, c'est vrai que Didier Santini a parlé de cadeaux au pied du sapin, voilà, des cadeaux de Noël en avance. C'est clair, c'est clair. Bon, c'est la première mi-temps, la première période ressemble cruellement à ça. Et d'ailleurs, Julien, c'est dommage pour Sébastien Cibois parce que c'est un gardien qui cherche cette place de numéro 1 depuis quelques saisons maintenant du côté de Rodez. On sait qu'il avait déjà eu l'occasion d'être numéro 1 quand il avait signé à Rodez. Ça s'était pas très bien passé en début de saison et Lionel Mpassi ensuite avait été conforté par Laurent Perlade et depuis, c'est Mpassi qui était numéro 1. Là, c'est vrai qu'avec la grosse blessure de Mpassi au retour de la CAN l'année passée, il y avait une porte qui s'était ouverte pour Savoie. Malheureusement, il s'était blessé aussi, ce qui avait amené le club à recruter en joker Ewen Jawen, qui avait fait une super fin de saison. Et là, voilà, il a de nouveau l'occasion d'être numéro 1. Et malheureusement, alors il a stoppé un penalty quand même en seconde période. C'est tout à son honneur parce que ça a relancé Rodez Ouais. d'ailleurs. Et juste après, Younous a marqué. Je pense que ça a Mm. redonné vraiment du peps aussi à Rodez. Mais on ne peut pas passer outre cette première période et notamment cette gigantesque erreur au bout de 7 secondes qui conditionne déjà un match malheureusement et même sur le deuxième but alors Sabali est chanceux parce qu'elle est contrée etc Mm. mais on le sent qu'il n'est pas malheureusement dans une dynamique qui lui permet de sortir des balles que peut-être dans une bonne dynamique il pourrait sortir. Ouais, c'est pour Rodez, à mon avis, la hiérarchie des gardiens risque d'être remise en cause aussi après ce match-là. Bah, Ça risque de revenir sur le tapis. surtout que Didier Santini a prouvé que peu importe ton âge, tout ça, machin, si tu as le niveau, Ouais, tu joues. Et que quand Cibois était revenu de blessure et que Jawen avait fait 2 bons matchs c'est vrai. avec le RAF en fin de saison, Jawen était resté. Jawen était resté pour les playoffs. Il a fait les 2 matchs de playoffs, il a fait tout ça. Il a été héroïque contre le PFC. Voilà, il a prouvé qu'il avait le niveau et qu'il pouvait mériter cette place-là et y rester. Donc, je pense que c'était pas exclu que Mpassi passe numéro 2 si Cibois avait pris ses responsabilités.
attention, il reste des matchs Et encore avant le retour Mpassi est sur le banc, hein. Mpassi est dispo, hein, donc c'est vraiment un choix. Ouais, c'est C'était ça. vraiment un choix de commencer la saison avec Cibo. Alors C'est ça. certes, Mpassi n'a pas joué depuis longtemps avec sa blessure, mais il a quand même suivi la prépa, etc. Donc en soi, s'il est sur le banc, c'est qu'il est apte à rentrer Ouais. conséquent. Donc on verra. Ce sera l'une des données à prendre en compte lors de la prochaine journée pour Rodez, quoi. C'est notamment. Après, voilà, on va pas accabler Cibo puisque c'est une défaite complètement collective. Et Oui. même si ça s'est mal enclenché dès le début, voilà, la défense n'a pas été impériale. Offensivement, il y a eu Badani jouant après un rouge avant la mi-temps. Voilà, c'est vraiment collectivement que Rodez aussi a failli et devra trouver des réponses au-delà du simple poste de gardien, mais forcément une grosse erreur. Quand on est gardien, bah, ça se voit un peu plus que pour les autres joueurs. C'est aussi la difficulté du poste, la cruauté, j'ai envie de dire, de ce poste si particulier. C'est ça. Et je termine avec mon avec mon flop, pardon, pour Grenoble. Alors, c'est un mini flop, c'est pas un vrai flop. C'est plutôt cette deuxième période surtout qui a coûté cher à Grenoble, qui était très très bien rentré dans sa rencontre face à Lorient sur la pelouse de Lorient, qui avait les meilleures situations pour ouvrir le score. Ça a pas suffi. Il est vrai, certes, Grenoble n'a pas été aidé par l'interruption de 25 minutes de la rencontre qui a un peu coupé le rythme, alors que clairement Lorient n'était pas bien rentré dans son match. Donc voilà, peut-être que Grenoble n'a pas pu enchaîner non plus comme il l'aurait dû pendant avoir un vrai temps fort pendant toute la première demi-heure. Là, ça a été quand même entrecoupé de cette longue interruption, on le rappelle, provoqué par les supporters avec des jets de balles de tennis une nouvelle fois sur la pelouse pour contester contre Beansport. Et puis par contre, au retour des vestiaires, dès le début, là encore, ça s'est mal enclenché. On a l'impression que Grenoble est jamais vraiment sorti des vestiaires. Finalement, Lorient a marqué tout de suite avec Croupi. Bon coaching d'ailleurs au passage de Pantaloni, là aussi, faut le souligner. Hein, Croupi qui remplace Dieng et qui ouvre le score 2-3 minutes sur un de ses premiers ballons dans la foulée. Et puis moi, ce qui me gêne un peu, c'est qu'une fois que Lorient a été devant, on n'a pas senti une révolte non plus énorme de la part de Grenoble. Et c'est même assez fort logiquement que Lorient a fait le break avec Julien Ponceau, qui a fait un très bon match d'ailleurs. Et voilà, et après, ça a été assez vite rideau, même à 2-0. On sait très bien que le troisième but d'une rencontre, il est déterminant, puisque soit il peut relancer en 4-2-1, soit l'équipe prend le large avec le 3-0. Et même sur ça, on n'a pas senti un Grenoble très inspiré, en seconde période en tout cas, alors qu'en première, on avait vu des choses magnifiques. J'ai encore l'occasion de le Joseph qui fait une espèce de virgule avec le double contact de Sylvestre. On a vu Spy, je crois, qui fait une superbe frappe déviée qui passe à ras du poteau. Mais en seconde période, c'est compliqué. Et puis, malheureusement, là, ça nous fait de la peine. C'est la grosse blessure au genou de Loïc Nestor, en plus. Voilà, un peu tout seul sur un appui aérien qui se blesse au genou. Donc, on est triste pour Grenoble. Donc, ça, c'est pas un flop, évidemment, mais ça englobe un peu cette seconde période un peu cauchemar. Et je voulais, Karel, t'entendre sur Diop, quand même. C'était aussi l'un des faits marquants de ce match, c'est que Brice Maubleu est parti désormais à Saint-Etienne, l'emblématique gardien, la légende de Grenoble. Et donc, c'est Diop qui a été choisi. Est-ce que tu l'as trouvé à l'aise, toi, pour cette première titularisation de la saison? Et a priori, ce nouveau rôle de numéro 1, peut-être en attendant une recrue dans les derniers jours du mercato, on verra bien. Mais comment tu as senti cette responsabilité sur les épaules du grand Diop? J'ai trouvé que c'était une première plutôt réussie. Alors, tu l'as dit, déjà, il faut remplacer Brice Maubleu, un peu du jour au lendemain parce que, les contacts avec Saint-Étienne étaient là, puis il s'était un peu calmé et tout le monde pensait, à Grenoble jusque, un peu avant ce transfert que Brice Maubleu serait à Grenoble, pour la saison prochaine. Donc, en se mettant à la place de Diop, c'est pas facile. Pour se lancer en Ligue 2 dans un contexte pareil, en plus au moustoir chez une équipe, tu sais que tu vas avoir du travail a priori. Donc j'ai trouvé sa première plutôt réussie. Alors il s'est fait un peu peur sur une relance, mais il n'y a pas eu de conséquences. Donc au final, on peut la mettre de côté. On dirait que c'est un petit manque de concentration dû aussi peut-être au stress ou au manque d'expérience forcément. Mais en dehors de ça, dans ses interventions, et tu le disais Dorian, il n'y a pas eu vraiment de réaction collective de la part de Grenoble après le but de Croupi. Et Diop, je trouve, a pas mal retardé l'échéance finalement.
Il a eu des belles parades à faire. Il a gagné des bons 1v1. Alors c'est peut-être passé un peu inaperçu parce que forcément on voit Grenoble qui se fait dominer, mais faut pas l'occulter non plus. Donc des belles parades réussies. Je me rappelle de sa première intervention en première mi-temps où aussi faut se jeter au sol pour un gabarit aussi grand. Se jeter au sol aussi rapidement, c'est pas forcément facile et il le fait bien. La seule chose dont on peut discuter, c'est le deuxième but de Ponceau où Ponceau la glisse un peu sous lui, mais c'est aussi ça d'avoir un aussi grand gabarit. Comme je le disais, c'est pas facile d'aller rapidement au sol, mais je trouve que globalement, voilà, il a été dominateur dans les airs. Je trouve qu'il a beaucoup rassuré. On voyait que c'était pas facile pour Lorient, qui a pourtant des bons tireurs, d'aller amener du danger sur corner, parce que si tu le tires dans la zone de Diop, bah forcément tu sais qu'avec un gardien qui fait plus de 2 mètres, ça va être compliqué d'aller claquer une tête. Non, je trouve une première assez encourageante pour un profil qui a toujours été soutenu par Arnaud Gentil, l'entraîneur des gardiens, et en lequel Grenoble a toujours cru, au moins pour être dans les 3 et potentiellement pour prendre la succession de Brice Maubleu derrière. Aujourd'hui, c'est lui qui est devant Bobby Alain dans la hiérarchie. Donc, il a pris cette place-là, et je trouve avec caractère et pour une première plutôt réussie. Donc, à voir ce que ça donne par la suite, mais il y a de quoi se sentir optimiste à Grenoble sur cette première de Diop. Et puis on rappelle que le mercato se termine vendredi à 23h, donc juste après les rencontres de la troisième journée. On verra si Grenoble bouge ou pas du côté des gardiens. D'ailleurs, il y a Mamadi Bangré qui a été recruté. Ça sent le départ sans doute de Lenny Joseph et même peut-être d'Amin Zbaye, a priori, qui serait aussi peut-être sur le départ à suivre du côté de Grenoble. Et puis Julien, on terminera cette rencontre, alors pas sur le côté sportif, mais extra sportif. Et on regrettera notamment, en amont de la rencontre, 2 cas régie du prestataire AMP, qui fournit donc la captation vidéo pour Beansport, qui ont été vandalisés, avec de la peinture déversée, avec des pare-brises un peu cassés aussi, pour des prestataires qui, eux, pour le coup, appliquent ce qu'on leur demande en termes de diffusion et n'ont pas leur mot à dire en plus sur les créneaux horaires. Donc voilà, autant les contestations pacifiques des tribunes sont totalement compréhensibles pour revendiquer ce que les supporters veulent, autant c'est regrettable quand même de voir déjà du matériel vandalisé. Et surtout, on a pu échanger en off quand même avec Beansport, et il y a des personnes qui sont tout simplement choquées en fait de voir débarquer 50 personnes cagoulées en noir vers son lieu de travail. On ne sait pas ce qu'ils veulent de base, on ne sait pas jusqu'où ils sont prêts à perturber un peu le bon déroulement de la captation. Donc c'est pour ça qu'il y a eu 2 dispositifs minimalistes lors de Lorient-Grenoble et lors de Red Star AC Ajaccio. Ça a provoqué quand même une certaine appréhension de la part des équipes d'AMP et aussi une grosse indignation de la part de Beansport de dire ok, on a une réunion qui est prévue mercredi. On est ouvert au dialogue, on va échanger avec les supporters pour essayer de se comprendre mutuellement et d'avancer main dans la main. Et en fait, avant même cette réunion, il y a des actions violentes parce que même si personne n'a été blessé, etc., ça reste quand même quelque chose d'assez violent de dégrader des conditions de travail et d'aller un peu, entre guillemets, pas intimider, mais d'aller mettre la pression un peu sur des prestataires. Donc ça a rajouté quand même un contexte, déjà que le contexte n'est pas facile en termes d'ambiance, d'environnement autour de la Ligue 2. Là, ça a rajouté un peu de l'huile sur le feu. Et la réunion de mercredi, elle risque d'être vraiment décisive parce que Beansport est agacé et Beansport a en creux une menace, entre guillemets, de rompre le contrat si ça continue dans ces conditions. Et on se retrouverait alors avec un écran noir puisque, à part Beansport, pour le moment, personne n'avait enchéri. Et en tout cas, pas à hauteur de 40 millions. On rappelle que Amazon l'année passée mettait 9 millions pour le multiplex. Donc on peut voir quand même le gouffre financier qui sépare l'offre de Bein d'Amazon l'année passée. Donc on ne peut pas en dire beaucoup plus aujourd'hui. On va attendre la réunion de mercredi. À l'heure où on enregistre, cette réunion ne s'est pas encore déroulée. Donc je pense que ça va vraiment conditionner aussi les mouvements du week-end. Mais on regrettera aussi dans la partie flop ces actions
qui pour le coup sont des actions coup de poing qui sont malveillantes, c'est le mot je pense, et qui sont un peu dommageables par rapport aux actions pacifistes, aux banderoles ou aux grèves de contestation, voire même voilà, les lasers c'est un peu chiant, c'est clair, mais ça reste pacifique entre guillemets. Voilà. Là on regrettera ça pour être tout à fait complet sur ce match. On enchaîne, on va faire un petit débat sur Caen. Voilà, messieurs, le SM Caen qui pour le moment, à l'inverse de l'année dernière, connaît un début de saison plutôt compliqué, avec 0 points en 2 matchs. On rappelle que l'année passée, ils avaient gagné leurs 4 premières rencontres avant de s'effondrer totalement. Souhaitons aux supporters de Caen de connaître la dynamique inverse cette saison. Mais forcément, Caen balbutie un peu son football pour le moment. Et puis, eh bien, on peut s'attendre à une dernière ligne droite du mercato qui peut être décisive. Alors, à l'heure où on enregistre, Khalifa Koulibaly vient de s'engager officiellement pour renforcer l'attaque. On sait qu'Alexandre Mendy est toujours sur le départ et ne souhaite plus porter les couleurs de Malherbe. C'est à peu près le même profil de joueur, hein, un attaquant puissant, grand de taille, donc parfait pour jouer en pivot. Mais messieurs, on imagine que quand voilà, n'a quasiment pas bougé de l'été avec toutes les tractations avant le rachat par le clan Mbappé. Là, ça va être décisif de renforcer cet effectif si les ambitions de monter sont toujours affirmées. Est-ce que, je vais pas vous demander si vous êtes inquiet, mais est-ce que vous pensez que Caen peut créer en dernière minute comme ça quelque chose pour réussir à se mêler, pourquoi pas au moins dans le top 5? Karel, je laisse. Vas-y, j'y vais. Non, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est aussi un peu le discours de Nicolas Seb à l'issue du match, parce que voilà, le doigt est clairement pointé vers les joueurs. Alors, il est conscient aussi que il y a des points sur lesquels il aurait pu faire mieux, mais à l'issue de cette rencontre contre Pau, où encore une fois, t'es à 11 contre 9. En plus, je trouve que, alors le premier carton rouge, je pense qu'il est normal parce que le tacle est vraiment, vraiment dangereux de la part de Ngom. Autant le deuxième, je trouve il a un peu gentillé. Alors Boutaïb a pas à faire ce geste-là, mais il y a rien voilà, de très méchant et de très violent. Donc je trouve qu'en plus, t'es mis dans des conditions quand même qui sont assez favorables. Et derrière, tu n'arrives pas à créer ce décalage, quoi. Il y a un manque d'initiative, un manque de précision, parce qu'on sait que pour aller bouger un bloc qui est aussi bas, il faut de la vitesse dans les transmissions, il faut de la précision et de la justesse technique dans le petit jeu aussi pour aller décontenancer un peu l'arrière-garde paloise. Il n'y a pas eu il y a rien eu de tout ça. Je trouve qu'il y a eu un manque d'initiative, et ce que je trouve parlant, c'est que c'est peut-être, alors je crois que c'est Miliné, comme on dit, ou alors peut-être Miliner, je sais pas comment on le prononce, mais voilà, un jeune de la formation Cannes qui a 18 ans, qui a peut-être été le joueur le plus entreprenant, ce que je trouve assez positif pour lui, mais assez inquiétant quand même pour les cadres cannais, parce que malgré un mercato qui n'a pas été des plus mouvementés, tu as encore quand même des joueurs d'expérience qui peuvent faire la différence dans ce genre de situation. Et puis voilà, Nicolas Seb qui à la fin de cette rencontre dit que les joueurs doivent rentrer dans leur championnat, qui doivent se mettre en mode Ligue 2, qui trouve qu'il y a un gros problème d'état d'esprit. Et moi, c'est ça que je trouve inquiétant, c'est que si tu considères au bout de 2 journées sur un projet quand même où le rachat est acté, où tu peux te dire que c'est un projet assez excitant, assez intéressant dont tu peux faire partie, tu considères que personne n'est au rendez-vous en termes d'état d'esprit, en termes de valeur, c'est ça que je trouve le plus inquiétant, parce que si tu as une équipe combative à qui il manque de la justesse technique parce que tu as en début de championnat, à qui tu manques des automatismes parce qu'il n'y a plus Alexandre Mendy et que tu as des arrivées au mercato qui doivent se conclure, et donc que tu n'as pas encore ton 11 qui est parfaitement défini, ok, on sait qu'il n'y a pas de problème et que tu peux te relancer après la trêve internationale ou même dès le 3e match. Mais quand c'est un problème d'état d'esprit, moi ça me pose un peu plus problème, et j'espère que c'est juste passager, que c'est juste temporaire, parce que si tu considères après 2 journées qu'il y a une bonne partie de ton effectif et de ton 11 qui n'est pas concerné par la situation du Stade Malherbe, je trouve ça quand même particulièrement inquiétant. Donc moi, ce qui m'a posé problème, c'est vraiment cette prise de parole de Nicolas Seb. Alors pas sa prise de parole à proprement parler, parce que il a tout à fait le droit d'exprimer ce qu'il veut si c'est ça qu'il ressent, mais c'est ce que lui en déduit, c'est ce que lui voit au plus près de ses joueurs. Je trouve ça inquiétant parce que l'état d'esprit prime sur beaucoup de choses aussi en Ligue 2, et j'espère
pour le SM Caen que la trêve et puis même que cette semaine de travail avec des arrivées qui vont peut-être donner voilà, un petit bol d'air frais vont aider Malherbe à se remettre sur le droit chemin, parce que c'est vrai que cette défaite à 9 contre 11, tu n'arrives pas à marquer de but, ça fait mal au moral, et puis Caen qui n'a toujours pas marqué non plus, donc il faut vite se relancer pour effacer les doutes et pour lancer cette dynamique de cette saison. Parfait, tu me fais la passe décisive, j'allais lancer Julien. Bah, sur ça, sur le fait que à 11 contre 9, c'est surtout le secteur offensif qu'on va pointer du doigt, puisque là, pour le coup, c'est plus à eux de réussir à faire la différence. Une fois que tu es en double supériorité numérique, ils n'ont pas réussi à le faire. Et quand on regarde les joueurs au poste, est-ce que Le Bihan est un véritable neuf de moins en moins? Est-ce qu'Autrette est un ailier de moins en moins? Ouais. Kierémé, lui, pour le coup, c'est un véritable ailier, mais il n'a aucune doublure. Voilà, il ne peut pas être amené à jouer toutes les minutes. Voilà, donc finalement, cette dernière semaine du mercato, il y a déjà Khalifa Koulibaly donc, qui a signé en provenance de QRM, qui était libre. Mais il va falloir encore au moins 2-3 renforts. Clairement. Et est-ce que c'est ton avis? Oui, non, clairement, c'est 2-3 renforts. Je crois que c'est ce qui est attendu des joueurs excentrés, des joueurs rapides, voilà, qui peuvent apporter dans un autre registre que Mathias Autrey, qui a toujours un super pied, mais voilà, on peut pas lui demander forcément de coller à la ligne ou de venir faire des différences à la vitesse et à l'épaule contre épaule. Moi, je pense, voilà, il faut tu vois, genre un Outonji, ça aurait été parfait pour Caen. Caen a dû le vendre parce qu'il était bien valorisé, parce qu'il sortait d'une super saison et que voilà, il y avait les offres qui étaient là pour lui. Mais c'est exactement ce genre de joueur dont le Stade Malherbe a besoin. Et bah bon, même si Outonji jouait avant-centre aux côtés de Corredor, mais je me comprends. C'est de ce genre de profil avec un physique qui leur permet justement de faire des différences contre des latéraux. De prendre l'avantage sur des défenseurs latéraux pour pouvoir justement adresser des bonnes galettes à Le Bihan et à Koulibaly, parce que Koulibaly, c'est pareil, hein, c'est un très bon attaquant. Je trouve qu'il a fait une super saison avec QRM, même s'il aurait pu mettre quand même 2-3 buts de plus, on s'en rappelle, mais il a quand même fait franchement une saison très honorable dans un club relégué. Si tu n'as pas le service, pour Koulibaly, il va te servir à rien. C'est un très bon point d'appui, un très bon point d'ancrage. Il va bien faire jouer les autres, mais il ne va pas marquer en faisant des différences balle au pied. En fait, c'est clair. Il va être là au bon moment, au point de penalty pour te le mettre. Il va être là pour mettre la tête, mais au deuxième, mais il ne va pas être là pour faire la différence sur les côtés ou infiltrer la surface. Donc voilà, c'est vraiment, ça va être décisif ces 3 derniers jours. Et j'espère que Caen ne va pas se tromper, parce qu'il n'y a pas le droit à l'erreur. Et c'est là où on va voir aussi s'il y a la puissance de frappe du clan Mbappé ou pas, parce que sur MV, là, clairement, c'est impossible sans l'intermédiaire du clan Mbappé. Autant Lorenzo Rajo, c'est un joueur une valeur sûre de Ligue 2 qui aurait pu, voilà, qui fait partie du réseau du Stade Malherbe. Khalifa Koulibaly, c'est pareil, on va pas se mentir, c'est un joueur qui vient quand même d'être légué, même qui sort d'une belle saison avec QRM, tu l'as dit, mais qui vient d'être légué en N1. On va voir sur cette dernière semaine si ce nouveau projet Canet, cette nouvelle dimension prise par Malherbe, permet d'attirer aussi des joueurs qui ont une plus-value absolument immédiate, parce que là, c'est ce qu'on va attendre. Alors, la chance, entre guillemets, c'est que dès la fin du mercato, c'est la trêve internationale. Donc, ça va permettre aux recrues arrivés tardivement de travailler déjà une dizaine de jours avec le nouvel effectif. C'est déjà important pour prendre des repères et des automatismes. Mais c'est des joueurs à qui on va demander d'être prêts tout de suite, d'apporter tout de suite de la plus-value, de prendre aussi des responsabilités et du poids sur les épaules. C'est pas forcément facile non plus. Ça veut dire des joueurs qui ont une certaine expérience aussi du haut niveau ou au moins du niveau professionnel. On va pas demander le 31 août à un jeune venu de N1 ou de N2 d'aller endosser des responsabilités pour redresser la barre du côté de Malherbe. Donc effectivement, on a vraiment hâte de voir quelle va être la puissance de frappe de Malherbe sur ces derniers jours de mercato. Est-ce qu'ils vont réussir à attirer des jeunes de Ligue 1, peut-être voilà, qui sont un peu en manque de temps de jeu, qui sont un peu coincés en Ligue 1, ça peut être intéressant. On a vu par le passé des profils à la Mathis Sabline, voilà, ce genre de joueur être prêté en Ligue 2 et avoir un impact déjà assez rapide. On va voir si Caen arrive à dénicher ces 3-4 joueurs qui peuvent lui permettre de gagner du temps et d'amener plus de concurrence et de combler des postes peut-être qui sont aujourd'hui un peu moins bien fournis, voire occupés avec des… Voilà, on le dit au traité Lubian, c'est plus forcément des vrais neufs, des vrais ailiers. Donc, ils sont un peu
mis là par défaut entre guillemets. Je pense que leurs qualités, leurs grandes qualités, sont pas forcément exploitées au mieux à ces postes-là. Donc voilà, en tout cas, on s'inquiète pas encore parce que on l'a vu l'année passée, 4 victoires d'affilée ne veulent pas dire monter. À l'inverse, 4 défaites d'affilée ne veulent pas dire relégation, voire même de pouvoir remonter. Le Paris FC avait très très mal commencé la saison passée et a terminé dans les playoffs. Donc le temps est encore long, mais clairement cette dernière semaine du mercato va être décisive et voilà ce qu'on pouvait observer de Caen sur ces 2 premières journées. Avant de se quitter, messieurs, je vous propose, sauf si il y avait quelque chose à rajouter. Non, c'est bon. Je pense qu'on C'était a tout bon. été. Eh bien, avant de se quitter, messieurs, un petit coup d'œil sur les matchs de la 3e journée de Ligue 2. Il va falloir que je meuble un petit peu parce que le temps que je mette tout ça, voilà, parce que Avec le j'ai fait nouveau n'importe site. quoi. Je suis Fort, revenu fort. sur le menu, voilà, et en plus ça rame, c'est parfait. Mais en tout cas, voilà, hop, une 3e journée, donc inchangée. Si, changé, c'est qu'il n'y aura pas de match le lundi puisque derrière on est en trêve internationale, donc 7 matchs le vendredi soir, 2 matchs le samedi après-midi à 14h30 avec Ajaccio 3, Caen, Annecy, Clermont-Paris, Dunkerque-Rodez, Grenoble-Pau, Guingamp-Red Star, Martigues-Bastia, tout ça ce sera le multiplex. Et puis le samedi, on aura Amiens-Lorient et Metz-Laval. Un petit Clermont-Paris, messieurs. Ouais, très très. Dans les C'est enjeux, là, on va Des belles regarder un petit affiches. peu les enjeux, mais Clermont-Paris en haut de tableau. Je suis étonné que ça n'a Avec pas été décalé. le classement à côté. Ouais, c'est vrai. Bah ouais, c'est vrai. C'est vrai que Clermont-Paris FC, voilà, c'est 4 Belle points pour affiche. Clermont, Paris 6 sur 6. Beau choc, en tout cas, entre 2 futurs prétendants sans doute à la montée. Chez les 6 sur 6, Guingamp reçoit le Red Star pour essayer de viser la passe de 3. Ouais. Ça va être intéressant aussi parce que le Red Star vient de gagner. Et puis Lorient qui en déplacement à Amiens. Ça va être un bon test, hein. Toi qui avais regardé Martigues Lorient, Carrel, ça va être un peu je vais pas dire la même opposition parce qu'Amiens ça a des qualités peut-être un poil supérieures, mais on sait que c'est un club difficile à manœuvrer quoi, Amiens. Ouais, je pense que ça va être un bon test parce que Martigues avait quand même eu au moins une grosse opportunité pour faire la différence, même 2, parce que derrière il y avait eu voilà ce face à face, je crois que c'était Woutro, qui envoie son crochet, un peu loin, face à Mvogo alors qu'il avait un duel et derrière sur le corner, il y a une tête qui frôle la barre de Lorient et ça aurait pu changer un peu le début de saison des Lorientais. Là contre Amiens, voilà, tu l'as dit, ça va pas être exactement la même opposition, mais il y a des chances que ce soit une physionomie un peu similaire avec peut-être un peu plus de qualité ou au moins d'expérience de la Ligue 2 devant. Et Lorient a eu des temps faibles un peu plus minimes contre Martigues et un gros temps faible contre Grenoble. Donc à voir aujourd'hui, je pense que l'objectif d'Olivier Pantaloni, c'est aussi de voir son équipe réussir un match un peu plus complet avec un peu plus de régularité sur les 90 minutes, sans quoi un match peut t'échapper aussi rapidement et contre une équipe comme Amiens qui peut voilà proposer du très bon comme parfois du un peu moins bon, ça va être intéressant de voir si Lorient peut limiter les temps faibles. Duel de 0 points entre Dunkerque et Rodez, donc mine de rien, c'est déjà Très important important. Ouais. d'aller débloquer ce compteur points pour ces 2 équipes. On guettera la réaction de Caen, on vient d'en parler, Caen contre Annecy, Annecy aussi qui doit réagir, Julien, après un 4-2 à domicile. On imagine que les Annéciens vont être bien remontés à bloc là, Ouais. et ça va être encore un gros défi pour Caen. Et puis, vu le match de costaud qu'ils ont fait à Dunkerque, ouais, c'est ça, Ouais. la première journée, je ne serais pas surpris de voir Annecy repartir avec des points de Dornano. Voilà, on va voir effectivement ce qui va se passer, mais en théorie, les recrues canaises, à moins que ça arrive tout dans ce mardi après-midi, ce mercredi, en théorie, les recrues canaises ne seront pas toutes enregistrées à ce stade-là. Donc, c'est aussi le bon moment pour y aller, même si Villa, Rajo, ils étaient titulaires à Pau et que Koulibaly, il y a des chances quand même qu'il puisse jouer avec le Stade Malherbe. Donc voilà, mais ouais, affiche intéressante et à voir pour conforter ou inverser les dynamiques. Carrel, tu seras à Grenoble-Pau, peut-être potentiellement un match avec beaucoup de buts si Pau continue sur sa lancée et avoir juste quelle équipe alignera Grenoble offensivement parce qu'il risque d'y avoir départ et arrivée Même d'ici Pau, hein, Pau. Ouais, même ouais. Pau au final qui a 3 suspendus, Oui, Bobichon, Boutaïb, Bengom, Boutaï, donc ouais, faudra voir c'est vrai. comment des 2 côtés, c'est un peu l'interrogation de voir les équipes qui seront alignées.
vendredi, mais dans l'idée, on peut espérer, je pense, un match sympa. L'Estac aura fort à faire à Ajaccio. On sait comment c'est difficile de s'imposer en Corse. Donc l'Estac qui est à 0 points, gros défi au stade Michel Moretti. Et puis Martigues au Vélodrome de Marseille qui recevra Bastia, une équipe qui commence bien son championnat. Et puis Metz-Laval samedi. Voilà les Grenats qui ont fait le taf à Rodez et Laval qui est à 0 aussi. D'ailleurs, on n'en a pas parlé de Laval dans cette émission, mais malgré des contenus plutôt intéressants. Pour l'instant, Laval qui n'a pas encore réussi à débloquer le compteur non plus. Voilà pour les affiches du week-end. Évidemment, elles seront à suivre sur ma Ligue 2 avec les lives, les scores, les statistiques, les compos, les débriefs, les réactions, tout ça, ce sera sur ma Ligue 2 tout au long du week-end avant la première trêve internationale. Et puis, n'oubliez pas la fin du mercato, live spécial dernière journée du mercato, vendredi à retrouver du matin jusqu'à minuit. On sera aux manettes pour ne rien rater de tous les mouvements officialisés en Ligue 1, en Ligue 2. Ça risque de bouger énormément, encore plus que les années précédentes, puisque le mercato était très très calme pendant une bonne partie de l'été. Merci à toutes et à tous de nous être fidèles. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas à notre chaîne YouTube. On approche des 1000 abonnés et c'est vraiment un cap symbolique qu'on a besoin de franchir pour contribuer au développement de la chaîne. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous appréciez nos débriefs, nos émissions, retour des podcasts aussi très bientôt sur ma Ligue 2 avec des interviews exclusives de joueurs, de dirigeants, d'acteurs de la Ligue 2 tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à nous soutenir, à vous abonner à la chaîne YouTube et à en parler autour de vous. Merci Julien, merci Karel, merci à vous les fidèles auditeurs de ma Ligue 2 et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut tout le monde, ciao ciao. À plus. Salut.